rendez-vous consacré à la culture, Culture Express. Pendant 1 heure de temps, vous aurez donc le décryptage de l'actualité culturelle au sommaire de l'émission cette semaine. Nous allons parler donc des accords signés pendant les premières journées culturelles et artistiques ivoiro-burkinabé, le spectacle de contes de KPG, la rencontre à Bobo autour de la carte professionnelle d'artistes, couleur vacances à Bobo Dioulasso. En invité, nous aurons M. Martin Zongo, il est administrateur du CITO. Avec lui, nous allons parler de la gestion d'un espace culturel, le cas donc d'un théâtre. Et puis, avec moi pour cette émission, je suis avec Jérôme Bationo. Voilà, il est journaliste, consultant. Bonjour. Bonjour, bonjour aux éditeurs et aux téléspectateurs. Voilà. Également avec moi, Moumouni Yerbanga de Radio Jeunesse, mais je sais qu'il ne va pas dire auditeur. Non, bonjour Maurice et bonjour aux fidèles téléspectateurs de la RTV. Ok. Juste après ce qui suit, nous allons pour l'actualité culturelle. 8e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, signature de 2 accords de coopération dans le domaine de la culture. L'Institut national de formation artistique et culturelle INAFAC et l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC de Côte d'Ivoire ont signé le 30 juillet 2019 un accord de coopération. Un deuxième accord de coopération a été signé entre l'Institut supérieur de l'image et du son, Studio École et l'INSAC. Les 2 accords portent sur la formation, les échanges de connaissances et d'expériences ainsi que la mise en œuvre de projets communs dans le domaine de la culture et du cinéma. Ils s'inscrivent donc dans le cadre du 8e TAC ouvert à Ouagadougou, c'est bien. Oui, c'est bien, encore voilà, des accords signés. On espère bien sûr qu'au-delà du papier, de l'aspect tout le temps théorique, on va avoir des choses concrètes sur le terrain. On se rappelle que lors du 7e TAC, il y avait eu cet accord concernant la coproduction. Oui. Et on sait très bien que Apolline Traoré en avait profité effectivement pour faire des coproduction, c'est à saluer. Et maintenant, cette fois-ci, on voit l'INAFAC, on voit l'ISIS également, toutes ces 2 écoles qui signent des accords avec l'INSAC Côte d'Ivoire. Espérons que sur le terrain, on va constater des choses. On ne peut que saluer. Oui. Ça va beaucoup normalement apporter aux musiciens, hein, ceux qui sont dans les instrumentistes, ceux qui sont dans les arts. Je pense que c'est quand même bien. Et comme tu l'as dit, on attend la matérialisation sur le terrain. Si toutefois sur le terrain, on constate vraiment, on parle d'une mise en œuvre de projets communs. Espérons qu'on va voir ces projets communs dans les prochains jours. Quand on sait que chaque fois encore, on va nous ramener ces questions de budget. On sort, attendons de voir. Ok. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec Belélé, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on mette ça en pratique. Il faudra aussi peut-être qu'on élargisse à d'autres domaines de la culture parce que ça concerne essentiellement le cinéma et la musique, notamment les instrumentistes, mais il y a beaucoup d'autres domaines. Moi, je vais évoquer particulièrement le domaine de la littérature. On sait qu'il y a par exemple la collaboration des maisons d'édition ivoiriennes et burkinabées, ça se fait de façon, j'allais dire, non formelle, non étatique, mais je pense que de tels accords pourraient également permettre au domaine tel que la littérature de pouvoir offrir aux amateurs des 2 pays-là de pouvoir avoir certaines facilités parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, il n'y a plus de facilité d'édition qu'au Burkina Faso. Voilà. Au niveau des éditions, il faut dire que ça ne concerne pas trop pour ce qui concerne la littérature proprement parlant, mais il y a Fraternité Matin avec sa structure d'édition et Citoyen aussi avec sa structure d'édition qui ont signé un accord de partenariat. Malheureusement, on sait que ça ne concerne que l'édition des journaux, donc c'est pas évident que ça va impacter vraiment le secteur de la littérature, la filière, au niveau du ministère de la Culture. Voilà. Le conteur KPG a réussi son pari hier, donc vendredi 2 août, à travers son spectacle à la Gandé, La Grande Nuit du Conte. C'était un beau décor, un contenu captivant, une belle alchimie avec des altinos. Et également, il a reçu donc le pari de la mobilisation. C'est véritablement à saluer. Voilà, donc ça a été un véritable, magnifique spectacle en termes de lumière, de décor. Je pense que pour ceux qui ont fait le déplacement, il a quand même reçu son pari d'amener le conte dans un autre endroit. Bon, d'habitude, il le fait déjà. Il y a même le conte un peu partout. On sait qu'il joue un peu dans plusieurs salles de spectacle au Burkina et aussi dans un espace public. Maintenant, moi, j'avais posé le problème du coup. Voilà, et je pense que s'il a réussi le pari d'amener, de drainer ce beau monde,
au Sénasa, c'est à saluer et espérons que d'autres conteurs ou bien d'autres humoristes ou d'autres personnes qui essaient de faire un peu dans le stand-up, autres vont essayer de proposer aussi des spectacles. Je pense que si le public a fait le déplacement, c'est parce qu'on connaît bien KPG, on sait qu'il propose toujours de beaux spectacles et ce n'est qu'à saluer. Maintenant, je reviens encore sur le coup, quand on veut toucher un grand public, pas forcément un public élitiste, mais un public de n'importe où, de Ouagadougou, le Burkinabé lambda, comme on le dit, il faudrait aussi par moment penser au coût. Pour moi, ça ne pose pas de problème à 5 000, mais je pense à certaines personnes qui auraient bien aimé être à ce spectacle, mais à cause du coût, n'ont pas pu faire le déplacement. Ok. L'actrice et humoriste burkinabé, Rukiata Ouedraogo, est membre du jury de la 12e édition du prestigieux Festival du film d'Angoulême en France. L'événement va se tenir du 20 au 25 août 2019. Décidément, elle bouge et voilà. Ah oui, malheureusement, elle bouge beaucoup, elle fait beaucoup, mais on en parle peu. On essaie un peu de rectifier la chose à travers cette émission, mais j'allais dire, c'est une actrice du domaine qui bouge beaucoup et qui fait parler beaucoup de Burkina Faso, parce que tout dernièrement on lui a donné une tribune libre dans un média français que je ne vais pas citer, pour qu'il puisse justement, parce que faire des chroniques. Voilà, des chroniques. Il a consacré ça au Burkina Faso et il a à chaque fois des programmes, il tourne beaucoup en Europe, donc j'allais dire, c'est une consécration un peu normale. Bon, pas une consécration, c'est quelque chose de normal qu'elle puisse être choisie comme membre du jury. Et dernièrement, je pense que lors de la journée internationale de la francophonie, elle avait été choisie ambassadrice pour cette journée. Et je pense que ça tourne bien pour elle. On ne peut qu'être fier en tant que Burkinabé. Et surtout aussi, comme Yerwanga l'a dit, il faudrait qu'au niveau local, au Burkina Faso aussi, on pense quand même à promouvoir ce genre de personnes, à donner plus de lumière et de visibilité. Déjà dans les médias? Déjà dans les médias, mais aussi pour que le grand public puisse connaître et savoir ce qu'elle fait au dehors du Burkina Faso. C'est qui quand même contribue à... Je pense que c'est un seul spectacle qu'elle a eu à faire au Burkina Faso, c'était à l'Institut français, voilà, qui avait plus d'expatriés que de Burkinabé. Et c'est pas lié aussi au contenu de sa création? Peut-être pas. Je dirais que bien sûr il y a ce que je fais en griffe, ce qui disait l'humour qui est orienté vers les Occidentaux et de l'humour aussi orienté vers les Africains que nous sommes. Je ne pense pas forcément que ce soit la seule raison. Je pense qu'au-delà de ça, on a un public qui touche à tout. Maintenant, au Burkina Faso, on a des Burkinabés qui sortent, qui voient un peu partout, qui voient un peu du tout. Et je pense que Kiato, elle peut bien proposer quelque chose pour le grand public burkinabé et davantage aller vers le public. Voilà. Et puis l'artiste peintre burkinabé Adjaratou Ouedraogo fait partie de l'une des rares femmes artistes d'Afrique noire à être sélectionnée pour la Biennale de Rabat 2019. C'est une biennale d'art contemporain qui va se tenir donc du 24 au 18 décembre 2019. Il s'agit de 60 femmes artistes des 4 coins du monde qui auront pour mission la valorisation de l'art féminin. Waouh, ça c'est véritablement à saluer. Oui, et Adjaratou Ouedraogo, c'est très discrète. Très discrète, c'est une que j'ai connue déjà il y a 5-6 ans, comme ça. Pourtant, tout à travers le monde. Voilà, j'ai connu c'est quelques rares premières expositions ici à l'Institut Goethe et un peu dans certains espaces. Et en son temps, j'avais fait quelques articles sur elle. Et c'était prévisible, je pense. C'est une qui se bat, qui s'est surtout formée. Et dans le domaine quand même des arts plastiques, je pense que à part certaines aînées, notamment Suzanne Yamego, elle est aujourd'hui une des figures des arts plastiques, surtout au féminin au Burkina Faso. Et puis ces œuvres se retrouvent dans de nombreuses galeries à travers le monde. Et c'est véritablement donc ça bouge vraiment pour elle. Oui, tout à fait. Mais contrairement à la première Ouedraogo, celle-là, je la connais très peu. J'ai un peu fouillé à l'issue de la toute dernière actualité la concernant. Je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est une qui est bourrée de talent et de compétences, justement. Et c'est l'occasion pour le public burkinabé, comme moi d'ailleurs, de la découvrir davantage. Et c'est une fierté d'entendre que les Burkinabés, notamment pour parler du genre, notamment des femmes burkinabées, puissent porter haut les couleurs nationales. Et puis bon, c'est une artiste qui n'aime pas trop les médias, me l'a dit d'ailleurs, qu'elle préfère rester dans son coin. Voilà. Oui, bon, ce n'est pas seulement du fait de Adjaratou Ouedraogo, on va parler même un peu du domaine des arts plastiques de façon générale. Il faut dire qu'au Burkina Faso, les médias ne s'intéressent pas trop aux arts plastiques. Il y a très peu de médias quand il y a une exposition et un vernissage qui parlent vraiment de la création des artistes. Très souvent, bien sûr, c'est juste des comptes rendus.
Et les comptes rendus, quand on sait, quand c'est des expositions collectives et autres, on parle juste souvent plus de l'espace qui accueille l'exposition que même des artistes. Et aussi, au-delà, quand on Cela nécessite aussi une formation. Hein. Oui, ça c'est nécessaire. Et j'allais en venir au Burkina Faso, il faut le dire honnêtement, pour ce qui concerne les arts plastiques. Il y a très peu de journalistes, même qui s'intéressent, quand les gens s'intéressent à la culture, très peu s'intéressent un peu au cours de lecture pour ce qui concerne les arts plastiques. Parce que c'est quand même pour décrypter une œuvre d'art plastique, quand même, il y a un minimum de connaissances qu'il faut connaître, voilà, qu'il faut avoir plutôt pour pouvoir décrypter ces œuvres d'art. Et à côté de ça aussi, il y a quelques cas malheureux qu'on peut citer quand on sait qu'il y a déjà plusieurs fêtières, quand il concerne un peu les artistes plasticiens, et il y a eu pas mal de conflits entre-temps. Et pas mal de conflits, et aussi pour ce qui concerne même des appellations, des dénominations, des questions de nomenclature, on a assisté plus à des conflits ouverts par moment plutôt qu'à un travail d'ensemble pour une promotion même du secteur des arts plastiques, quand on sait que c'est déjà un secteur qui n'est pas très connu. Donc c'est vraiment à déplorer pour les acteurs. Voilà. D'accord. Et puis le sculpteur burkinabé Kisiriki fait partie des 28 artistes africains de renommée internationale dont les œuvres ont été sélectionnées pour l'exposition Prête-moi ton rêve. Donc cette grande exposition panafricaine itinérante réunissant plus de 100 œuvres est initiée par la Fondation pour le développement de la culture contemporaine africaine. L'événement prendra son départ donc à Casablanca et va sillonner 5 métropoles africaines. Concernant Kisiriki, lui, je pense que c'est un métronome. Qui ne connaît pas Kisiriki? Lambo, plein de choses. Voilà, donc c'est une sommité, c'est un monument en ce qui concerne donc le domaine. Et je pense que c'est, j'allais dire, une personnalité qu'on n'arrive pas à embrasser et à exploiter les capacités. C'est vrai que Bélélé ne sera pas forcément content parce que c'est un bizarre, mais c'est vrai qu'on en parle, on ne peut pas dire comme les autres précédents qu'on n'en parle pas, mais je pense que ce n'est pas la manière dont on parle, ce n'est pas de l'envergure de la personnalité qu'il représente. Voilà, ça aurait été des gens d'autres nationalités, c'est toujours la même chose qu'on dit, mais c'est malheureusement la réalité. Est-ce que ce n'est pas propre aussi au secteur? C'est ce que je disais, voilà. Et quand tu sors, et plusieurs fois j'ai eu la chance de le côtoyer à la Biennale de Dakar à 2 reprises, et quand tu entends des gens dans les coulisses parler de Kisiriki et de certains artistes plasticiens burkina, tu as la chair de poule, tu es très fier d'être burkinabé. Malheureusement, quand tu reviens au pays, c'est voilà, quand tu Kisiriki à part Lango, voilà, le symposium de Lango, les gens en parlent très peu. Et au-delà de ça, il a plusieurs œuvres qui tournent à travers le monde et les gens se connaissent très bien. Et il y a une année, j'étais à la Triennale de Brugge et les gens me demandaient d'appeler Kisiriki, des gens qui me parlaient en anglais, qui me parlaient du symposium de Lango. Je disais, waouh, voilà, j'aimerais bien faire juste des images pour en gros Burkina. Voilà, ensuite on dit du Burkinabé, voilà, mais vous au pays, bon, peut-être que la personne n'est pas assez valorisée. Oui, c'est juste. C'est les gens aussi qui n'aiment pas trop s'afficher dans les médias. Ça n'a rien à voir. Je ne parle pas de l'individu, mais de son travail. Voilà. On n'est pas obligé d'aller forcément mettre Kisiriki devant des médias. On peut se déplacer, on peut aller voir ce qu'il fait comme travail. On peut parler de son travail, plutôt que de chercher à parler de son individu. C'est d'ailleurs ce qu'ils aiment. C'est ce qu'ils aiment. Moi, je parler plus de leur travail. Je pense qu'on passe plus de temps à parler des individus que de leur travail au Burkina que bon. Ok. Gombo.com a fêté donc ses 10 ans de scène le samedi dernier à Bobo Dioulasso avec le spectacle Il y a quoi même. Voilà, suivons donc ce reportage et puis on se retrouve pour la suite. Du rire, il n'en a pas manqué à ce rendez-vous avec le groupe d'humoristes Gombo.com pour célébrer leur 10e année d'existence. Keleke Kankunkan et Siatik sont à Bobo Dioulasso pour partager des moments de joie avec le public bobolais. 10 ans, c'est tout un parcours et ça, c'est le bon Dieu, le number one qui nous a soutenus jusque-là. On est très contents parce que fêter une année, c'est la joie, mais fêter 10 ans, c'est encore une joie comble. Vraiment, on ne fait que remercier le peuple burkinabé qui nous a soutenus. Cette célébration d'une décennie de carrière humoristique
est une occasion pour Gombo.com de véhiculer des messages de paix et de cohésion sociale. Aussi d'interpeller la jeunesse bobolaise à toujours travailler dans le sens du bon vivre ensemble. À chaque fois qu'on vient à Bobo, c'est avec immense joie et ce peuple est un peuple accueillant. Et à travers Ouaga, nous avons entendu parler de quoi, des histoires de quoi les gars se déchirent à cause de leur hôpital. Et nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on passe un message et pour dire à ces fils de Bobo qu'il faut rester soudés. Forêt est bien, hôpital est bien, mais s'ils sont soudés, ils auront tous les deux. Je suis content parce que l'objectif est atteint. Vous savez, le rire est cathartique et l'objectif c'était de venir décompresser, déstresser Bobo. Plusieurs activités sont prévues au menu de la célébration du 10e anniversaire du groupe Gombo.com, dont les plantations d'arbres dans des familles. Après l'étape de Bobo Dioulasso, le groupe mettra le cap sur Ouagadougou le 9 août prochain pour le même exercice. Voilà. Donc il faut dire, après Ouagadougou, les spectacles d'humour se déploient dans les autres villes du Burkina Faso comme Bobo, Koudougou. Est-ce qu'on peut penser à une tournée nationale des humoristes? Des grands humoristes que nous connaissons, bien sûr, parce que moi je pense que déjà au milieu rural, il existe des humoristes qui tournent tranquillement. Voilà. Je vous prenais le cas de certains comme Asman Bassam et autres qui tranquillement, sans faire tout le tapage, quand même arrivent à aller en milieu rural dans certaines provinces et depuis des années ils font ces tournées. Maintenant pour les grands humoristes que nous connaissons, je dirais bien grands humoristes en griffe, hein, je ne dis pas que je parle de renommée que nous connaissons. Je pense que ce serait pas mal, effectivement, d'aller de plus en plus en province aussi pour permettre à ce public en province, là aussi, de côtoyer un peu avec leur création. Je pense que ce serait quelque chose de... Ça c'est le prochain défi, hein? Oui, maintenant, il y a un autre fait qu'il faut relever, c'est aussi les salles de spectacle, parce que les grands humoristes, quand ils conçoivent de one-man show, à de l'envergure, par exemple, de Gombo.com et tout ça, ce n'est pas évident qu'ils puissent avoir des salles de spectacle dans toutes les provinces pour pouvoir donner le meilleur du même. Voilà, logistique. Voilà, il n'a pas tant de Ratman Bassam et tout ça. Ils l'ont fait un peu partout, mais eux, ils n'ont pas forcément besoin de ces spectacles-là et d'une mise en scène un peu grandiose comme l'église un peu, j'allais dire KPG, Gombo.com, la Jaguar et tout ça. Sinon, effectivement, il y a même des humoristes qui sont installés ici à Ouaga maintenant, mais ils sont au départ donc des provinces. Je peux parler par exemple la Jaguar qui vient de Koudougou, voilà, c'est d'ailleurs Koudougou qui l'a révélé, mais voilà, maintenant aujourd'hui il est essentiellement à Ouaga, voilà, c'est vrai qu'il est toujours présent à Koudougou aussi. Donc le défi pour permettre justement aux grands humoristes de pouvoir faire leur tournée telle qu'on les voit justement, les spectacles à travers une tournée telle qu'on les voit à Ouagadougou, c'est justement la disposition et la disponibilité des salles de spectacle là. Ou peut-être ils pourraient aussi adapter leur spectacle, le contenu également en fonction de le contenu et puis la création, ce qui concerne le décor et tout le reste en fonction du public vers lequel ils vont. Donc, tout à fait. Et puis la Commission nationale des arts, dans le cadre de ses activités en prélude à la délivrance de la carte professionnelle d'artiste, organise donc une rencontre d'information et de sensibilisation sur les conditions de délivrance de l'édite carte ce samedi, donc aujourd'hui, à la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso. On va dire que les choses avancent. Il sera question de savoir qui est artiste professionnel, c'est là, ça va être un peu chaud. Oui, mais déjà sensibiliser, je pense que c'est déjà une bonne chose. Voilà. C'est une sensibilisation avec je suis un peu dubitatif parce qu'on en a déjà parlé. On attend de voir. On attend de voir les conclusions comme on déjà dit. Culture, vecteur d'intégration sous-régionale, c'est sous ce thème donc, qui va se tenir à Bobo Dioulasso du 4 août au 23 septembre 2019, la 13e édition de la compétition internationale de danse urbaine Couleur Vacances. La cérémonie d'ouverture est prévue ce dimanche à 14h au Palais de la Culture donc, de Bobo Dioulasso. La couleur des vacances est le blanc vert. Et puis Couleur Vacances, c'est une compétition de danse pour cette année. Il y aura des équipes du Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Nigeria et le Togo. Et puis on finit avec Camp Vacances Humour, 4e édition, l'initiative est de Jeunesse de Génération 2000. C'est une occasion donc de formation en humour du 5 au 22 août.
Voilà, ce qu'on va faire, on va aller rapidement parce que le temps presse. On va aller avec le jingle invité, puis on va recevoir notre invité. Le temps. Oui. Ok, nous recevons l'administrateur du CITO, le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou, M. Martin Zongo. Bonjour, M. Zongo. Bonjour Marius, bonjour Jérôme, bonjour Momoni, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la RTB. Okay. Vous êtes également auteur et metteur en scène. Avec vous, il sera question de la gestion d'un espace culturel, le cas d'un théâtre. Et en plus, les doléances des acteurs du monde du théâtre au ministre de la Culture, notamment la présence du théâtre à la SNC, le retour souhaité donc des Lompolo. Ouais. Voilà, la cérémonie de récompense. Oui, je pourrais poser la première question. Comment se porte le CITO? Le CITO se porte plutôt assez bien. Je ne dirais pas bien, parce que le CITO est confronté à des problèmes conjoncturels. Ce sont des problèmes même qui pourraient avoir le statut de structurel. Mais je dis conjoncturel parce que le CITO fonctionne en temps de scie. Il y a des périodes que l'on peut considérer comme des périodes de vaches grasses, ce qui nous permet d'avoir les ressources nécessaires pour créer peut-être 4 grands spectacles dans une année. Et puis, il y a des périodes de vaches dites maigres, comme c'est le cas en 2019, où nous avons créé une INA Jeune au cours du premier trimestre. Et actuellement, nous explorons l'horizon. Donc, on ne peut pas dire que tout va bien, mais ça va assez bien. Est-ce qu'il faut se demander peut-être le modèle économique même du CITO quand on sait que toutes les créations du CITO marchent. Quand on crée le CITO, ça marche, le public vient. Et on sait que le CITO fonctionne essentiellement sur des subventions. Est-ce que ce modèle ne pose même pas de problème quant à la pérennisation? C'est un débat théorique auquel évidemment nous sommes habitués. Ça fait quand même plus de 20 ans que nous sommes dans ce secteur. On ne peut pas gérer un théâtre comme une entreprise de rentabilité économique. C'est pour ça que vous avez décidé de fonctionner en association? Mais absolument, et nous ne sommes pas les seuls. Vous ne trouverez pas un seul théâtre qui a un statut d'entreprise, parce que être une entreprise, ça induit des charges, ça induit un certain nombre de mesures économiques qu'il faut prendre, alors qu'avec le statut d'association, nous sommes quelque peu épargnés de ces charges, même si malgré tout, nous arrivons à fonctionner et à vivre difficilement. Je dis bien difficilement. Ok, ce n'est pas pour dire qu'il faut quand même transformer surtout en une entreprise, mais de revoir. Pour moi, si vous l'avez dit, ça fonctionne en dents de scie. C'est que certainement, vous savez qu'il y a des problèmes de financement, de ressources, et depuis plusieurs années, on en parle, ça c'est un peu partout, vous en avez parlé plusieurs fois sur des médias. Déjà, il faut saluer votre effort par rapport à faire vivre cet espace. Merci. Mais il faut trouver des mécanismes aujourd'hui pour ne plus forcément compter sur ce que les gens vont vous donner pour vivre. Mais justement, ça c'est un leurre. J'ai eu un discours théorique. Nous sommes quand même des professionnels de la chose. Nous savons ce que nous vivons. Et je vous prends un exemple illustratif. Un spectacle aussitôt, je ne sais pas pour rien nous les nommons des spectacles majeurs, coûte au minimum entre 15 et 17 millions. Wow. Ça fait 15 ans que je suis aussitôt. Aucun spectacle dans sa diffusion en matière de billetterie n'a déjà rapporté 3 millions. Pour la seule soirée, tout au long Tout le mois. Tout le mois. Mais le ticket d'entrée coûte, nous avons commencé par 500 francs. C'était une politique pour amener le public aussi à aimer le théâtre. Vous connaissez le Burkinabé. Quand vous touchez à sa poche, ce n'est pas facile. Donc il faut aller avec tact. 500 francs. C'est le public même qui a commencé à reconnaître que les spectacles étaient d'une facture qui faisait qu'on ne pouvait pas demander rien que 500 francs comme prix d'entrée. Nous sommes passés à 1000 francs. Ça fait son bout de chemin. Actuellement, nous sommes à 1500 francs l'entrée. Nous progressons. Mais malgré tout, quand votre création vous coûte entre 15, 17 ou 20 millions... Qu'est-ce qui explique ces coûts-là? Mais ce sont des coûts de réalisation d'un théâtre professionnel. Nous ne faisons pas dans l'amateurisme. Le théâtre est un métier
C'est comme si vous allez demander au football qu'est-ce qui fait que ça coûte cher comme ça. Non. Eh bien, il y a des choses à entretenir, il y a les comédiens qu'il faut former à l'exercice de leur métier, il ne faut pas leur payer des misères. Donc un comédien du sitôt, il ne touche pas 50 000 francs. Un metteur en scène qui vit de son art, c'est une des formes de métier du théâtre, vous ne le payez pas à 500 000. Ouais. Donc nous sommes en train de mener un combat pour revaloriser le théâtre dans sa pratique professionnelle, et ça coûte. Donc, oui, là, moi je suis toujours un peu... Oui, vous avez parlé, on parle des problèmes. Oui. On parle des problèmes depuis, vous avez parlé de la volonté aussi de professionnaliser les différents acteurs du théâtre. Oui. Quand on veut professionnaliser ces acteurs, on ne peut pas continuer de parler d'association, on ne peut pas parler de professionnalisation en voulant juste vivre sur des subventions. Est-ce que vous-même, à votre niveau, vous avez pensé à des solutions? Et si c'est peut-être une forme de paradoxe si on prend les choses dans leur simple compréhension, mais pour ce qui concerne le théâtre, c'est ça la réalité. Vous n'allez pas trouver un théâtre qui vit de lui-même. Donc le théâtre ne peut pas vivre sans subvention. Le théâtre est une activité d'utilité publique. Le théâtre, à travers ses fonctions sociales, qui sont de former, d'informer, de distraire, de conscientiser, de sensibiliser, de mobiliser, joue un rôle d'utilité publique. À ce titre-là, le théâtre doit être subventionné. C'est ça, la réalité que l'on ne veut pas accepter. On ne peut pas continuer à dire aux gens du théâtre, regardez, des hommes plus célèbres que moi ont passé dans le théâtre. Le feu professeur Jean-Pierre Diangani, qui ne connaît pas sa notoriété ici, il a même occupé des responsabilités au niveau mondial, au niveau de l'Institut international du théâtre, qui est cette structure-là qui, comme l'OMS, qui s'occupe de la santé, s'occupe du théâtre au niveau mondial. Mais regardez comment est-ce que son espace a des difficultés. Le professeur Prosper Compaoré, qui ne connaît pas son envergure ou sa notoriété, qui n'admire pas son espace, l'ATB, mais il a cessé par exemple d'organiser son FITD. Pourquoi? Parce que on ne peut pas vivre en comptant seulement sur les efforts des acteurs du théâtre. Le théâtre doit recevoir, à cause de la reconnaissance de son utilité publique, il doit recevoir des subventions qui lui permettent de s'organiser, d'exister, de pérenniser son action et bien sûr d'avoir l'impact attendu du théâtre là sur la population. Parce que c'est dommage, on ne peut pas quantifier, on ne peut pas, sous la forme de statistiques, dire exactement ce que le théâtre apporte dans le bouleversement des consciences, dans le changement des comportements, dans le changement des attitudes, dans la conscientisation de la population, mais tout le monde reconnaît que lorsqu'il y a une action de sensibilisation, la plupart des institutions internationales qui sont là font appel aux gens du théâtre. Donc pourquoi? Parce qu'on sait que c'est un moyen efficace. Mais de par lui-même comme ça, le théâtre ne peut pas. Parce que si on veut le faire, si nous investissons une vingtaine de millions dans une création, il faut qu'à l'entrée, le ticket coûte 25 000 francs, 50 000 francs. Qui va venir voir une pièce de théâtre? Voilà la réalité des faits. Moi, combien reçoit le site de l'État burkinabé chaque année en termes de subventions? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. Combien reçoit le site de l'État burkinabé en termes de subventions? Alors, je voulais que vous répétez la question pour que tout le monde fasse attention à ma réponse. Rien du tout. Rien du tout, ce n'est pas pour rien que je m'excite lorsque je parle de cette affaire de subvention. Ce n'est pas le CITO seulement, la plupart des espaces qui sont consacrés à la promotion théâtrale dans notre pays ne reçoivent que épisodiquement, périodiquement, accidentellement, conjoncturellement, un appui de la part de notre ministère. Nous ne voulons pas jeter l'anathème sur notre ministère. C'est vrai que jusqu'à présent, sans vouloir désavouer un quelconque ministre, nous pensons que nous n'avons peut-être pas encore eu la chance d'avoir un ministre qui comprenne de façon intrinsèque notre secteur. Mais, d'autre part aussi, nous reconnaissons que le ministère de la Culture, c'est le ministère le plus déshérité du gouvernement. Je pense que sur le plan budgétaire, le ministère de la Culture reçoit 0,33% du budget national. Vous ne pouvez pas faire des miracles avec ça. C'est vrai. Mais nous continuons à nous battre parce que je pense que tout le monde est d'accord que le théâtre actuellement connaît un certain essor. Le théâtre vaut des gloires. Tout de suite, vous avez cité les exploits de certains artistes, comme le
Kisiriki, la plasticienne Adjaratou Ouedraogo. Au niveau du théâtre, par exemple, en 2017, c'est Aristide Tanada qui, à travers un texte de théâtre, a été lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Ce n'est pas peu. Ce n'est pas peu. Vous avez vu aussi qu'à la dernière édition des Récréatrales, le président du Faso, accompagné de quelques membres de son gouvernement, sont allés dire bonjour aux Récréatrales. Ça commence à venir. Mais je crois qu'il faut qu'on accélère le rythme et je saisis cette opportunité-là pour dire qu'il faut que nos autorités acceptent de mettre le théâtre à sa place, de lui accorder le minimum de moyens. Je dis un minimum de moyens. Nous ne demandons pas à l'État de faire vivre nos espaces, mais un minimum de moyens pour assurer notre survie. Sinon, vous allez voir que tous ces grands espaces qui sont là et qui quelque part font la fierté de notre pays, on va parler de Gambidi, on va parler de l'ATB, on va parler du cartel, du CITO, bientôt ça va disparaître parce que nous sommes des géants aux pieds d'argile. Or, le professeur Kizerbo l'a dit, il faut infrastructurer nos cultures. Une culture sans infrastructure, je termine, n'est que vent qui passe. Oui, justement, je sais qu'on a un peu commencé par les perspectives pour cette émission, mais dans un livre consacré justement aussitôt par Noufou Badou et Anna Bichler, voilà, il a été question justement d'un problème sur lequel je veux que vous revenez, c'est le manque d'archives au niveau du CITO. Ça, ce n'est pas en termes forcément de moyens, mais qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'à un moment donné, hormis par exemple de telles productions, il y a très peu d'archives donc, du côté du CITO qui pourtant, vous l'avez signalé tantôt, a beaucoup contribué à la formation et à la réalisation de beaucoup de créations majeures en termes de spectacle du théâtre par exemple. J'ai tenu cette observation, dire qu'il manque des archives au CITO, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois que c'est à partir d'un certain nombre d'archives que ces deux auteurs-là ont pu confectionner ce livre. Il est vrai que ce livre est parti aussi d'un certain nombre d'interviews que les deux auteurs ont eu avec tous ceux qui ont eu affaire d'une manière ou d'une autre au CITO depuis son début jusqu'à la fin. Jusqu'à une certaine période, parce que le CITO a commencé à exister en 1996, pratiquement jusqu'aux environs de 2003-2004, peut-être que la structuration, l'organisation et l'administration du CITO a été peut-être un peu faible et on n'a pas pu remonter les archives de l'origine. Mais depuis 2003-2004, je pense qu'on ne peut pas se plaindre qu'il n'y ait pas d'archives au CITO. Peut-être que je ne me rappelle pas exactement le contexte dans lequel cette observation a été faite, mais j'affirme qu'on ne peut pas dire que le CITO ne dispose pas d'archives. Parlons donc du théâtre qui est comme vecteur de changement. Oui. Est-ce que concrètement c'est perceptible? Est-ce qu'on peut voir cela? On peut dire que c'est là justement toute la gageure, c'est là la difficulté de notre métier. Vous ne pouvez pas, comme un entrepreneur qui va édifier un bâtiment, dire voilà, nous sommes au niveau du chaînage, tout le monde peut constater. Non, c'est un travail sur l'individu, c'est un travail sur la conscience, c'est un travail sur la réflexion, c'est un travail sur l'âme. Comment est-ce que vous allez arriver à quantifier ça? Mais on ne peut pas nier, comme je l'ai dit tantôt, si les principaux partenaires techniques et financiers qui sont là, quand ils veulent faire de la sensibilisation, font appel au théâtre, ils ne sont quand même pas des naïfs. C'est parce qu'ils savent qu'il y a un impact. Et nous avons des retours de l'impact du théâtre, de nos pièces, de nos créations sur le public. Malheureusement, il n'y a pas une étude statistique qui va dire nous avons pris par exemple un corpus de 500 personnes et nous avons enquêté, voilà les retours que nous avons eus, c'est ça. Mais il y a forcément de façon évidente un impact sur le public. Si vous rencontrez quelqu'un qui est régulier par exemple au CITO et qui vient voir nos spectacles, posez-lui la question, vous allez voir.
il y a des gens qui quittent nos spectacles en larmes et qui demandent si c'est leur situation que nous avons regardé pour représenter. On ne les connaît même pas. Il y a eu par exemple la pièce qui parle de civisme. Le civisme. Alors, Incivisme, par exemple, c'est une pièce que le CITO a initiée pour apporter sa modeste contribution à ce fléau-là qui est en train de ravager. Je ne dirais pas la jeunesse seulement, mais disons les habitants, les citoyens de notre pays, parce qu'à toutes les couches là, on peut remarquer des conduites, des attitudes, des comportements inciviques. Alors, quand nous avons créé ce spectacle, nous l'avons joué, nous avons à l'époque recruté un professeur sociologue qui est à l'université et qui a accompagné cette création pour étudier l'impact de ce spectacle-là sur le public qui venait voir le spectacle. L'étude a commencé aussitôt quand nous avons diffusé dans notre espace. Ensuite, nous avons fait une mini-tournée à l'intérieur de Ouagadougou, dans les établissements, à l'université, etc. Il l'a suivi, il a interrogé le public. Et puis nous avons fait une petite tournée à Bobo pour jouer le spectacle encore auprès des jeunes, auprès des écoles, des universités, etc. Il a suivi, il a fait son rapport, mais il faut voir son rapport, c'est vraiment édifiant. Non seulement les gens déclarent là-bas que le spectacle leur a permis de réaliser le véritable impact de leur comportement incivique sur l'ensemble du pays, sans omettre évidemment sur eux-mêmes, parce que par exemple, un fait banal, si tu brûles un feu rouge et qu'il y a un accident, toi-même, tu risques de perdre ta vie dans cet accident. Mais en dehors de ça, même si toi, tu n'es pas victime de l'accident et que tu arrives à percuter quelqu'un qui perd la vie ou qui devient infirme, etc., regardez par voie de répercussions, ce qu'il y aura comme conséquence si par exemple ce jeune-là était l'espoir de sa famille. Vous venez d'éteindre un espoir de toute une famille, comme on dit chez nous ici, famille marche long, parce que la famille ici elle n'est pas nucléaire. Donc des exemples comme ça on peut les multiplier à souhait, mais ce spectacle a eu un impact qui nous a satisfait. Le partenaire allemand, et là encore je tiens à souligner que c'est un partenaire allemand qui a été sensible à notre situation, qui nous a donné les moyens jusqu'à concurrent de 29 500 000 pour participer au financement de cette création. Mais l'Institut national que nous avons sollicité, il y a au moins 7 ministères que j'ai sollicité en leur donnant pour preuve le contrat et l'assurance des 29 millions que nous recevrons du partenaire allemand, demandant à chacun qui a quelque chose à voir de près ou de loin avec l'incivisme. Vous pouvez deviner de quel ministère il s'agit, ils sont 7. Je demande à chacun 500 000 pour boucler le budget et créer ce spectacle pour apporter notre contribution. Je n'ai eu aucun rond. Est-ce que notre public même est formé pour le théâtre? Disons que nous l'avons, pour ce qui concerne les CITO, je ne peux pas parler pour tout le monde, nous l'avons difficilement formé, mais aujourd'hui, je crois que tous ceux qui fréquentent les CITO sont d'accord, sont unanimes pour reconnaître que le CITO dispose d'un public qui est fidèle et qui paye pour voir ces spectacles-là. On peut témoigner pour ça. Merci beaucoup. Cela faisait partie d'un des objectifs que le CITO s'était assigné aussi à sa création. Entre autres objectifs, il fallait créer et fidéliser un public payant pour le théâtre. Aujourd'hui, sans fausse modestie, nous pouvons dire que cet objectif est atteint parce que les gens peuvent le témoigner encore, ils peuvent venir 2-3 fois aussitôt sans pouvoir entrer dans la salle. Donc nous ne pouvons pas dire qu'on n'a pas pu susciter, créer et fidéliser un public. Seulement, le cas du CITO, il est, disons, presque unique. Alors que nous aimerions que cette spontanéité du public à aller voir les spectacles de théâtre puisse se retrouver partout. Alors qu'il y a des festivals de théâtre, bon, parfois vous allez, vous êtes désolé, ce n'est que les praticiens du métier que vous voyez. Le public exogène en tant que tel, vous ne le retrouvez pas beaucoup. Oui, avant peut-être de diversifier, de parler du théâtre en tant que littérature, et une dernière question, parce que vous avez parlé tantôt de l'approche que vous avez faite auprès de certains ministères dans le cadre du spectacle, l'incivisme et tout ça. Mais hormis les structures, je l'ai dit, de public, il y a par exemple sur le plan national des personnalités, des opérateurs économiques, des mécènes qui interviennent quelquefois dans d'autres domaines. Je vais citer par exemple la musique.
est-ce qu'il y a des approches qui sont faites auprès de ces personnes et qui sont réticentes parce que le théâtre est un peu critique vis-à-vis de certains comportements, ou bien c'est même une option que vous n'avez pas prise en compte? Ah, pas du tout. Nous allons partout. Notre bâton de pèlerin, on ne les dépose jamais. Nous allons voir partout, que ce soit dans le milieu institutionnel comme les ministères, que ce soit dans le milieu diplomatique, que ce soit dans le milieu médiatique, que ce soit dans le milieu économique, nous allons partout. Nous tapons à toutes les portes. Et même à des personnalités, disons, intuitive personnelles, c'est-à-dire à titre personnel, que nous abordons, que nous sollicitons pour nous appuyer, parfois pas simplement sur le plan financier, mais pour peut-être influencer le lobbying que nous menons aussi auprès de certaines entreprises, de certaines organisations, pour qu'on puisse avoir un appui. Notre partenaire actuel, qui est le Bureau de la coopération suisse, peut témoigner de notre zèle et des efforts énormes que nous fournissons à ce titre-là. Malheureusement, ce sont les réponses qui sont décevantes. Je donne une petite illustration. Nous pouvons déployer par exemple une quarantaine, une cinquantaine de dossiers de demande de soutien. Peut-être que quand nous avons la chance, c'est 5-7 personnes qui prennent la peine de nous répondre. Et sur ces 5-7 personnes, si vous avez la chance d'avoir une seule réponse qui vous dit oui, je peux faire quelque chose pour vous, eh bien, on applaudit. Sinon, c'est malheureusement, mais c'est toujours négatif. Voilà, les acteurs du monde du théâtre ont rencontré donc, le lundi 22 juillet le ministre de la Culture. Et donc, vous avez exprimé le vœu de voir le théâtre revenir à la Semaine nationale de la culture, aussi l'organisation des Lompolo. Oui. Alors là, c'est encore un caractère de préjudice qui avait été porté au théâtre en tant qu'activité culturelle et artistique, parce que ceux qui ont une certaine connaissance de la SNC, la Semaine nationale de la culture, savent que le théâtre y a fait ses beaux jours. Vous savez, dans le temps, quand un artiste remportait consécutivement 3 fois le premier prix, il était consacré artiste du peuple. Je ne sais pas si ça continue. C'était le cas avec le regretté Jean-Pierre Kingani. Exactement. Alors Jean-Pierre Kingani a été sacré artiste du peuple. Ce n'est pas en musique, ce n'est pas en danse, c'est en théâtre. À l'époque, le théâtre avait donc sa place et a fait les beaux jours de la SNC. Et puis, par la suite, nous n'avons rien compris. On a commencé à retirer le théâtre scénique, c'est-à-dire le théâtre représenté, le théâtre joué, des programmes de la SNC. Je crois que les raisons qui ont été avancées étaient que pour installer la scénographie, préparer le spectacle de théâtre, c'était un peu difficile. Après, il fallait démonter pour qu'une autre compagnie ou une autre pièce se mette en place. Je crois que ce sont des raisons techniques plutôt qui ont été évoquées. Ensuite, il y a eu des questions logistiques. Il n'y a pas de salle appropriée parce que la seule salle où les différentes troupes se produisent, c'est difficile de mettre le théâtre là-bas. Bref, on a retiré le théâtre joué. Mais on avait gardé quand même la version littéraire du théâtre. Je me rappelle même que j'ai eu l'honneur d'être membre du jury à la SNC 2014 avec le professeur Priba Roch Tapsoba et le professeur Amadou Mandé. Et c'est à cette édition que le lauréat a été Drabo Stanislas Justin, qui aujourd'hui est une valeur sûre en matière de littérature. Ce n'est pas seulement au théâtre, parce qu'il a des prix internationaux, absolument. Voilà, et d'ailleurs c'est lui qui organise actuellement les cérémonies de récompense des poètes dont la première édition a eu lieu au ministère des Affaires étrangères récemment. Qui porte le nom du regretté Basile. Absolument. Alors lui, nous l'avons découvert là-bas, il a été primé, mais on ne le connaissait pas. Mais pour la petite histoire, les 3 membres du jury que nous étions, nous nous sommes tous accordés sur le fait que c'est lui qui avait la première place. Et ça a été vraiment quelque chose qui nous a fait chaud au cœur. C'est quand je suis venu ici qu'il est venu se présenter pour dire que c'est lui, Drabo Justin. Ben, je savais, je dis oui, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, mais c'est lui qui a été lauréat. Et c'est comme ça que je l'ai découvert. Donc, j'ai apprécié son œuvre et aujourd'hui, il va faire son bonhomme de chemin. C'est une valeur sûre pour le Burkina Faso. Mais après 2014, on a encore retiré le théâtre littéraire de la SNC. Et les raisons?
Mais les raisons, on ne les connaît même pas. C'est comme s'il y a une sorte de complot qui est mené contre le théâtre. Par qui et pourquoi, nous ne savons pas. Donc à l'édition 2016, il n'y a pas eu de théâtre littéraire. En 2018, il n'y en a pas eu. En 2020, nous avons vu le projet d'arrêté organisant la SNC. Il n'y avait pas au titre de la compétition littéraire, le théâtre encore, c'était le roman, la nouvelle, la poésie, etc. et tout ça, le conte. Et c'est pourquoi nous nous sommes organisés pour aller rencontrer le ministre, pour soulever la question. Bon, apparemment, il était quelque peu surpris lui aussi, mais comme vous l'avez suivi, à travers donc, les reportages sur les réseaux sociaux, il a été bienveillant, il a accepté qu'on réinsère le théâtre dans sa version littéraire pour la SNC 2020. Lompolo, oui, il y a également les Lompolo. Voilà, on sait que plusieurs années on a organisé, entre-temps ça a été, moi ma première question de savoir quelle est la plus-value même des Lompolo pour le secteur du théâtre. C'est une cérémonie de récompense. Et aussi, quand on sait qu'il y a d'autres priorités, comme vous l'avez cité tantôt, mettre autant de budget pour une cérémonie en une soirée, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'affecter, voilà. Oui, vous savez, on ne peut pas raisonner comme ça. En matière de plus-value, comme vous le demandez, je pourrais vous demander c'est quoi la plus-value des Galéens, c'est quoi la plus-value des Condés. Pour les Condés, par exemple, c'est organisé par un privé. Je sais. C'est dans un secteur. Voilà. Alors, nous revenons à ceux que nous avons débattu il y a quelques instants où je vous ai dit le théâtre ne peut pas se prendre en charge. Oui. Vous voyez, les Condés, c'est une activité musicale où le gars il peut trouver des sponsors, où ceux qui sont primés là-bas peuvent en tout cas faire une carrière qui va rapporter des sous. Ce n'est pas le cas du théâtre. Le théâtre, il faut l'associer à sa fonction d'utilité sociale. Dès qu'on perd ce repère-là, on ne parle plus le même langage. Et c'est pourquoi les Lompolo, cérémonie de récompense, est une initiative conjointe du ministère de la Culture, ce ministère qui comprend que le théâtre ne peut pas lui-même se prendre en charge comme ça, et des acteurs du théâtre qui ont besoin aussi de reconnaissance, qui ont besoin d'accréditation, qui ont besoin de montrer au public national et international que c'est une activité artistique qui a son rôle et sa place et qui devrait conquérir aussi plus de sympathie dans le cœur du public. C'est ça aussi la mission des Lompolo. C'est une soirée pour célébrer les acteurs de théâtre. C'est tous les différents métiers de théâtre, meilleur comédien, meilleur metteur en scène, meilleur critique d'art, meilleur scénariste, dramaturge, etc. Donc, par ces célébrations-là, d'abord, on encourage tous ceux qui font ce travail et qui sont malheureusement méconnus, mais en même temps aussi, on place le théâtre là sur un piédestal qui permet à tous ceux qui gravitent autour de ce métier-là, de ce corps de métier, de se sentir revigorés et de pouvoir... En 3 éditions, qu'est-ce que ça a apporté? Ça a rapporté beaucoup de reconnaissance, ça a rapporté beaucoup d'encouragement, ça a l'air de rien. Mais c'est comme ça, ce n'est pas des sommes faramineuses que l'on donne, mais le fait de célébrer le théâtre, voilà que nous parlons de Lompolo si ça n'existait pas. On n'aurait pas pu en parler. Et comme les choses vont en se bonifiant, si depuis la première édition, en 2013, ça avait continué, peut-être qu'aujourd'hui, les retombées de Lompolo seraient plus visibles. C'est pourquoi nous voulons que ça revienne, qu'on puisse célébrer les acteurs du théâtre avant que nous puissions continuer. Voilà. Est-ce qu'on peut vivre des métiers du théâtre? Actuellement, je dirais difficilement. Mais est-ce qu'on peut? Oui. On peut, parce qu'il y a certains qui en vivent. On peut vous citer des exemples. Le regretté Amadou Achille Bourou ne vivait que de son activité dramatique. Aujourd'hui, des têtes de proue comme Hildeverdt Méda, que tout le monde connaît, comme Alain Emma, qu'on appelle l'inspecteur Marc, et pas mal d'autres personnes que je peux citer, Hippolyte Wangrawa, qu'on appelle Mbabwanga, etc., vivent exclusivement du théâtre, Aristide Tanagda, bref. Mais c'est difficile parce que dans un métier qui est en train de prendre un peu son envol, qui n'est pas encore entré dans les habitudes de consommation du public et qui ne peut pas générer ses propres ressources pour garantir son existence et sa pérennisation, c'est difficile. Il y a un lot d'artistes qui sont affectés dans les différents métiers du théâtre
qui n'ont pas encore pu émerger, qu'on ne voit pas bien. Si je vous demande qu'est-ce que c'est qu'un accessoriste, c'est pas sûr que tout le monde sache ce que c'est. Mais c'est un métier du théâtre. Je demande qu'est-ce que c'est qu'un costumier, une costumière, les gens ne savent pas très bien qu'est-ce que ça fait. Mais ce sont des métiers. C'est petit à petit que ces métiers-là, je crois, vont pouvoir émerger, se faire connaître, se faire respecter et apporter aussi toute la contribution qu'ils peuvent au théâtre que nous sommes en train de promouvoir. Justement, c'est pas pour revenir par rapport à la SNC, mais c'est un constat. Depuis l'introduction, enfin depuis le retrait du théâtre dans tous les domaines, c'est-à-dire un spectacle en littérature, on a vu qu'il y a eu l'introduction de nouvelles compétitions au niveau de la SNC. Je peux parler par exemple du slam. Je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais pour revenir exclusivement par exemple au théâtre en tant que littérature, parce que vous avez évoqué tantôt Aristide Tagnagda qui a rapporté des lauriers pour le Burkina Faso. On sait qu'au niveau du spectacle, c'est assez vivant, on voit et tout, mais au niveau de la littérature, est-ce qu'il n'y a pas de difficulté, plus de difficulté, j'allais dire, de vivre ou de se faire connaître en tant qu'auteur dramatique? On sait qu'il y a par exemple Sophie Edika, même si elle s'investit également dans d'autres domaines, voilà, qui a écrit justement dans ce domaine-là. Est-ce qu'il n'y a pas plus de difficulté à se faire valoir, à se faire connaître en tant qu'auteur dramatique que plutôt par exemple dans le domaine du spectacle? D'abord, évidemment, si on se réfère à la version littéraire du théâtre, il est clair que dans un pays où tout le monde ne sait pas lire et écrire, forcément, l'impact de la production littéraire théâtrale s'en trouve déjà réduit. Alors que pour un spectacle, quelqu'un peut ne pas savoir lire et écrire et venir regarder un spectacle, comprendre de quoi il s'agit, etc. et tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la production littéraire en matière dramatique est aussi le substrat de la production scénique. On ne peut pas se lever comme ça pour créer un spectacle de théâtre sans un texte. Et ce sont les auteurs dramatiques qui produisent ces textes-là. Donc, les textes sont un peu le soubassement de la création théâtrale. Et si je prends le cas du citoyen encore, parce qu'il y a aussi des options esthétiques dans les créations théâtrales. Le CITO a pris la résolution de ne produire que du théâtre d'auteur. Ça veut dire que vous ne pouvez pas venir voir le CITO pour dire je veux que vous fassiez une création collective pour faire la publicité contre l'excision. Non, le CITO ne fait pas ça. Si vous voulez ça, il faut qu'il y ait un texte d'un grand auteur qui a parlé de la question et nous nous inspirons de ce texte-là pour travailler. Donc c'est important qu'il y ait de la production littéraire dramatique. Oui, moi j'ai une question, c'est à l'administrateur d'un centre culturel que vous êtes. Donc on a un peu votre parcours au commissaire, secrétaire général de la commission de l'UNESCO, ensuite au théâtre de la fraternité. Vous avez quand même un parcours en tant que gestionnaire. Et aujourd'hui on se retrouve avec un foisonnement quand même d'espaces culturels, d'acteurs, de théâtre, mais aussi d'artistes même, qui aujourd'hui créent des espaces culturels. Est-ce que il y a d'abord, quelle est votre perception de ce phénomène? Et au-delà de ça, est-ce que tout le monde peut-il s'arroger le droit d'être administrateur d'un centre culturel? Bon, alors d'abord la floraison de création d'espaces culturels, c'est quelque chose que nous saluons, c'est quelque chose que nous soutenons parce que ça participe à la démocratisation de l'art. Il y a par exemple le centre Pantabo à Saba, avec Doxy et puis Sidiki Youbaré. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de quitter Saba pour venir voir un spectacle aussitôt. Il y a certains qui le font, mais vous ne pouvez pas demander à la majorité de le faire. Alors qu'il y ait un espace là-bas, ça donne non seulement l'opportunité à ceux qui habitent dans les environs de pouvoir avoir accès à de la production artistique, mais ça peut permettre aussitôt aussi de décentraliser une de ces créations et d'aller la mettre à la disposition donc, du public. Donc ça c'est valable pour tous les espaces qui sont en train de se créer. Maintenant, la deuxième question, est-ce que chacun peut s'arroger le droit d'être un administrateur? Oui, vous savez, il y a deux formes d'acquisition des connaissances. Vous pouvez avoir un parcours qu'on va appeler classique, c'est-à-dire une formation normale, etc. Mais il y a aussi une deuxième porte d'accès qui est d'apprendre sur le tas. Et en matière artistique,
il y a beaucoup qui apprennent sur le tas. Et ça ne produit pas non plus de mauvais résultats. Donc, tant que ça peut contribuer à la décentralisation, à la multiplication des espaces, nous sommes plutôt favorables. Pour finir, parce que nous sommes au terme de notre entretien, pour finir avec vous, quelque chose à dire? Oui. Un appel? Un appel, c'est que, je l'ai déjà dit, nous interpellons les autorités de notre pays, toutes les bonnes volontés qui comprennent quelque chose à la culture, aux arts et ce que ça peut apporter dans le cadre de l'affirmation de l'identité du pays, dans le cadre de la conscientisation des citoyens, dans le cadre du renforcement de leur conscience, dans le cadre de la sensibilisation, etc., nous leur demandons de soutenir les espaces qui sont des centres d'incubation, c'est-à-dire que nous contribuons à la formation, nous contribuons à la création, à la diffusion, c'est des véritables centres. Il faut soutenir ces centres-là pour que ces centres ne disparaissent pas, sinon ça va être, je crois, une perte tout à fait préjudiciable pour la promotion culturelle de notre pays. Merci bien, M. Martin Zolo, administrateur du CITO. Avec vous, on a parlé donc de la gestion d'espaces culturels, donc le cas d'un théâtre. Merci d'avoir été donc avec nous pour cette émission. Voilà. Et puis avec moi, Jérôme Belélé, il est journaliste et consultant. Merci. Merci. Moumi Yerbanga, un amoureux fou du théâtre. Voilà. On se connaît. Voilà. Il est fréquent aussitôt. Tout comme moi. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de Culture Express. Ciao.